On est ici au Lovitel, dans un endroit très particulier, puisque c'est la première réserve intégrale de France. Cette réserve intégrale a été créée en 1995. C'est un espace qui a été mis à disposition des scientifiques. Donc le but pour nous, c'est d'accueillir un maximum de spécialistes, de scientifiques, pour comprendre les processus qui se déroulent dans un endroit où il n'y a aucun impact humain direct. Donc le but, c'est d'aller chercher une biodiversité qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans ce programme-là, en fait, on essaye tout d'abord de faire l'inventaire et donc d'inviter des spécialistes de la biodiversité pour essayer déjà de faire un premier inventaire de cette réserve intégrale du Lovitel. Ah là, il y a plein de choses là. Des punaises, des criquets. Donc voilà, on va collecter en fait éventuellement les espèces qui nous intéressent. Il y a de la vie, il y a de la vie dans la prairie. Et c'est fort de cet inventaire que l'on pourra éventuellement avoir des données environnementales fiables sur la durée qui vont pouvoir nous renseigner sur le climat, sur les changements globaux, sur la naturalité et l'originalité de cet espace où il y a très peu de dérangements humains puisqu'il n'y a que des scientifiques qui viennent et qui pénètrent sur cet espace. Toute la question est effectivement de savoir comment la nature en fait se développe, comment la nature vit, évolue sans l'homme. En fait, ici, on relève donc la pluviométrie en direct avec une transmission des données qu'on peut donc interroger à distance. On relève la hauteur de neige, on relève la vitesse du vent, on relève l'exposition du soleil, la luminosité chaque jour. Et on a également donc un appareil photo qui nous prend une photo toutes les heures de l'ensemble de la réserve intégrale qui permet de voir notamment l'enneigement, le déneigement, l'englacement, déglacement du lac. Ça permet d'avoir toutes les données de mesures physiques, donc eau, pluviométrie, vent, etc. Puisque tout ça, ça a de l'influence sur le développement ensuite de la végétation et de la faune. Le Parc national des Écrins a mis en place des partenariats avec des associations pour étudier les insectes de manière générale et les papillons en particulier avec l'association Flavia et l'association Proserpine. Et il s'avère que les papillons de nuit sont plus pertinents à étudier dans une réserve. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ce poste, c'est un endroit fixe qu'on va pouvoir répéter sur plusieurs années et ça va permettre de mettre en place des protocoles et d'obtenir des résultats plus pertinents. Le parc souhaite aussi étudier ce qu'il appelle la biodiversité cachée, c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit pas de manière évidente, comme un oiseau ou un grand mammifère. Donc c'est aussi les champignons, les mousses, toute cette vie que nous n'avons pas l'habitude d'observer. Le système lumineux là, va permettre de capter l'attention des papillons, donc c'est une lumière ultraviolet. Les papillons vont passer dans le par cette lumière et vont venir se poser sur le drap ou sur la moustiquaire. Et donc voilà, ça nous permet d'inventorier tous les individus et les papillons qui viennent. Les espèces qu'on peut observer ce soir sont surtout des géomètres. Donc c'est les fameux papillons qui ont les ailes en plan quand ils sont au repos. On a aussi quelques noctuels, quelques micros, des pyrales. Et puis si vous regardez, il y a beaucoup d'autres espèces qui sont aussi attirées par la lumière. Nous avons des optilions, nous avons des diptères, des mouches, des moustiques, qui sont aussi captés par les UV et donc qui viennent se poser sur la moustiquaire. L'objectif sur un ATBI, c'est de comparer dans le temps pour pouvoir voir cette évolution. On va faire plusieurs passages avec des cadences régulières. Et comme ça, au bout de 10 ans, en remettant le même planning, on pourra vraiment avoir des comparaisons identiques. Là, le fait qu'on a le piège lumineux, donc on attire les papillons, ça a un impact sur les chauves-souris? Ah ouais, complètement. Complètement. Les captures de juillet l'an dernier, c'était blindé de papillons ici, ça crépitait de chauves-souris. Les chauves-souris, c'est toutes des insectivores. Et c'est des très bons indicateurs de la biodiversité en général. Une grande diversité de chauves-souris, en général, c'est révélateur d'une grande diversité d'insectes. Donc c'est très complémentaire avec les autres inventaires qu'on est en train de faire sur les papillons nocturnes, sur voilà, les différents insectes. Une chauve-souris, ça détecte un objet de la taille d'un cheveu. Donc nos filets, ils sont plus grands. Normalement, elles passent à côté, elles les évitent. Mais si on les place bien, astucieusement, elles peuvent se faire avoir quand même. Et le fait de panacher, de la capture avec toutes les nouvelles technologies qu'on a développées sur les chiroptères ces dernières années, c'est très complémentaire et ça nous donne vraiment une idée de la biodiversité dans sa globalité. Et c'est comme ça qu'on a découvert de nouvelles espèces. Donc moi, je travaille avec un détecteur d'ultrasons. Le but, c'est de transcrire les sons trop aigus des chauves-souris qu'on ne peut pas entendre
en sons qui deviennent audibles pour nous. C'est un artifice électronique. Hein. Mais après, ces sons, avec de l'entraînement pour toute une partie des espèces, c'est possible en direct de dire c'est telle espèce, la pipistrelle qui nous tourne autour. Sur la réserve, on doit être à 10-15 espèces différentes, dont certaines qui sont assez rarement contactées dans le parc national, comme la cératine de Nilsson par exemple. Une des richesses de la réserve, c'est que ça fait longtemps que c'est plus pâturé et on a vraiment plein de stades de végétation, de la mégaforbière, des herbes hautes et tout ça. Ça serait beaucoup plus pauvre si c'était de partout pâturé, y compris en sous-bois. Nous faisons des captures de micro-mammifères. Donc nous posons les pièges l'après-midi. Nous allons revenir une première fois en milieu de nuit pour relever les pièges, c'est-à-dire voir s'il y a des campagnols, les mesurer, les relâcher, refermer les pièges et revenir ensuite une deuxième fois en début de matinée pour faire la même manip. Ici, dans cette paissière, nous pouvons capturer 30 à 40 campagnols sur une superficie d'à peu près 1 hectare. Donc ce sont des densités élevées, donc c'est une biomasse élevée, ce qui veut dire à la fois de la nourriture pour les prédateurs, donc c'est beaucoup d'espèces de prédateurs comme les oiseaux de proie ou les belettes et hermines. Ça veut dire aussi un impact important sur la végétation, puisqu'il y a beaucoup de campagnols qui mangent donc cette végétation. L'intérêt de revenir comme ça d'une année sur l'autre, et surtout d'avoir ces suivis à long terme, c'est de regarder la stabilité de ces populations, donc de savoir si, en fonction par exemple des conditions climatiques, soit hivernales, soit pendant l'été, pendant la saison de reproduction, si on observe de grosses fluctuations. Ici au Lovitel, comme les populations sont stables, les populations de prédateurs vont pouvoir se reproduire tous les ans de façon prévisible. L'empreinte de l'homme sur la réserve maintenant est à peu près négligeable depuis une vingtaine d'années, donc depuis la création de la réserve. Les changements principaux qu'on voit, c'est surtout sur la forêt. Il n'y a plus de coupe dans la forêt, de plus en plus d'arbres morts, d'arbres qui tombent, un milieu qui devient relativement impénétrable par endroits, en tout cas pour nous, mais qui bien sûr est très favorable à tout ce qui est faune et flore. Le parc national assure donc le suivi sur plusieurs décennies et le fait que ces études sont coordonnées et bien intégrées sur le long terme. Quelque chose qui est absolument unique, je dirais en France et même dans d'autres pays. C'est un milieu en perpétuelle évolution et le cadre est absolument fantastique. Donc d'avoir cette chance de pouvoir venir ici tous les ans, j'espère pouvoir venir encore pendant au moins 20 ou 25 ans.